Histoire de CM. Tous les 15 jours, Agorapulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, part à la rencontre des meilleurs community managers de France. Je suis Ambroise et aujourd'hui je reçois Félix Bruno, chef de groupe chez Buzzman, l'agence en charge du CM de Burger King. Exceptionnellement, on a décidé de faire 2 épisodes avec Félix. On vous explique pourquoi à la fin de cet épisode. Restez jusqu'au bout pour le découvrir. Salut Félix. Hello Ambroise. Buzzman fait office de référence quand on parle d'agence social media. On vous reconnaît un talent certain pour gérer les campagnes social media de marques comme Burger King, Ikea, Boursorama, Mythique. Est-ce qu'il y a une recette un peu miracle, une explication à ce succès ? S'il y avait une recette miracle, déjà je pourrais pas te la raconter. Dommage. Mais je pense que le secret réside en fait dans l'approche de l'agence. Cette idée en fait que la créativité, que l'inattendu permettent de contrebalancer le fait que toute publicité est indésirable. C'est-à-dire que on part du principe que ce qu'on est en train de faire à l'agence, la publicité, quelque chose que les gens n'ont aucune envie d'entendre, n'ont pas aucune envie de voir, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas l'envie de voir. Et donc si on ramène quelque chose de divertissant, de créatif là-dedans, on va pouvoir outrepasser ça. Et c'est résumé dans le slogan de l'agence qui dit If you're going to crash the party, at least bring some champagne. J'espère que tes auditeurs sont bilingues. On va pas faire de sous-titres en tout cas pour un podcast. ça va être compliqué. Et en fait, l'avantage aussi de Buzzman, c'est que tu es une agence qui ne prospecte pas en fait. Les clients viennent directement nous voir. Et on dit ça parce que ça a un vrai avantage, parce que ça permet de concentrer son énergie là où c'est vraiment important, c'est-à-dire dans la création et moins dans la relation commerciale ou dans la prospection. Et après, sur le social media en particulier à l'agence, quelque chose qui est vraiment ancré dans l'ADN de l'agence. Et on part toujours du principe on part toujours des gens. On se pose pas la question quand on fait quelque chose sur les réseaux sociaux, est-ce que ça va plaire aux clients ? La première question qu'on va se poser, en fait, ça va être est-ce que ça nous fait marrer nous ? Parce que nous, on est des utilisateurs des réseaux sociaux, donc on sait ce qui va nous faire marrer et on se dit, logiquement, ce qui nous fait marrer, ça va faire marrer les gens également. Et c'est en fait cette attitude qui nous pousse à bien connaître les codes de chaque plateforme pour mieux les casser. Parce qu'en général, le réflexe normal d'un CM, c'est de voir une tendance et de voir un nouveau format sur Facebook. Ça va être de se dire comment je l'utilise pour ma marque. Nous, on n'a pas ce réflexe. On a plus le réflexe de se dire comment est-ce qu'on va détourner cette tendance, comment est-ce qu'on va détourner ce format, comment est-ce qu'on va utiliser ce nouveau format d'une manière auquel même les créateurs, c'est-à-dire le mec qui a codé le format sur Facebook n'y avait pas pensé. Et c'est ça, en fait, je pense, qui fait la force de l'agence. Ouais, le fameux pas de côté nécessaire pour retrouver toute l'originalité. Ce pourquoi on fait appel à une agence aussi, parce que des fois en interne, c'est difficile de se sortir de son carcan, ou en tout cas, il n'y a pas cette culture de la créativité. Alors d'ailleurs, quand on parle d'agence, il y a 2 types d'agences, et peut-être qu'on peut refaire un petit point là-dessus. Il y a les agences créatives, les agences médias. C'est quoi le rapport entre les deux ? C'est quoi la frontière ? Alors, je dirais qu'une agence créa, comme son nom l'indique, va s'occuper de tout ce qui est créa, donc c'est-à-dire plus précisément tout ce qui va être un print, un post, une campagne vidéo, une pub à la télé, donc c'est-à-dire tous les assets qui vont être diffusés au public et que le public va recevoir. Et en fait, si on crée des choses extraordinaires ou des choses très sympas, mais que les gens ne les voient pas, ça ne sert à rien. Donc c'est pour ça que là où l'agence média va intervenir, ça va faire en sorte que ces créations soit diffusé, soit montré aux bonnes personnes ou à la bonne quantité de personnes. Mais après, parfois, la frontière est mince. C'est-à-dire que parfois, l'idée créa, c'est une idée média. J'ai en tête cette campagne de Volkswagen en 2015, je crois, qui pendant un match de foot, en fait, diffusait sur ses billboards en arrière-plan du match son nom, mais mal écrit, avec une faute d'orthographe. Et donc évidemment tout le monde sur Twitter se moquait d'eux, et en fait le reveal qui était une campagne en mode effectivement c'est compliqué à écrire mais on sera toujours là pour vous, le reveal était un film qui passait à la mi-temps pendant la pause pub. Donc voilà, en fait l'idée créa ici c'est une idée média, et même de manière plus particulière sur Burger King France à l'agence, on n'est pas une agence média, mais la plupart des posts, des choses que l'on produit et qu'on poste sur les réseaux sociaux pour Burger King en fait sont médiatisés en interne par des community managers. Oui, parce qu'en fait, c'est ça aussi l'évolution peut-être qu'on voit depuis une décennie avec l'arrivée des réseaux sociaux, c'est que tout de suite, on a la question du reach et de la portée qu'on peut avoir avec nos posts, et les posts sont eux-mêmes des contenus. On n'est pas sur un visuel d'affiche et après, où est-ce qu'on colle ces affiches ? C'est quand même de plus en plus confondu, ces 2 parties. C'est surtout très direct, en fait, comme publicité.
C'est-à-dire qu'un film, quand on diffuse un film à la télé, on n'est pas en train de regarder les gens dans leur canapé, en train de voir le film et voir leur réaction. Un post, on le poste et une seconde après, on a des réactions, on a les gens qui commentent. Donc c'est une approche qui est très directe et qui est hyper intéressante parce qu'il n'y a pas de filtre, il n'y a pas de filet de sauvetage en fait. C'est une relation directe vraiment entre la marque et ses consommateurs. On arrive à la relation avec Burger King, qui est notre sujet, qui nous intéresse forcément. Comment s'organise cette collaboration entre Burger King et vous, l'agence? Qui gère quoi? Comment vous vous êtes organisé? Comment vous les accompagnez? Qu'est-ce que vous faites comme exécution pour eux? Écoute, d'une manière générale, en fait, chez Buzzman, on s'adapte. On est capable de faire soit uniquement de la créa, soit de la créa et du community management. En fait, on va s'occuper des aspects sur lesquels on a vraiment une valeur ajoutée. Et donc, par exemple, tout ce qui est SAV et modération, c'est quelque chose qu'on ne fait pas à l'agence parce que le côté créa de l'agence n'a pas de valeur ajoutée là-dedans. Plus spécifiquement, après, sur Burger King, en fait, on fait tout, sauf deux choses. Donc, comme j'ai dit, le SAV et la modération. Parce que nous, on s'occupe de répondre à des commentaires, mais des commentaires plutôt humoristiques ou des petites piques qu'on nous lance. Il faut avoir le ton, l'angle, le côté un peu grinçant des fois. Oui, et surtout le côté rare, en fait. C'est une volonté, mais sur un post, on va avoir 1000, 2000, 3000 commentaires. On va en choisir 2 ou 3 auxquels on va répondre. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que une réponse du CM de Burger King, c'est censé être quelque chose de rare et c'est censé être quelque chose de gratifiant pour l'utilisateur. Mais évidemment, on va pas répondre à des gens qui se plaignent qui ont des vraies réclamations parce que eux, ce qu'ils attendent, c'est pas une punchline de Burger King, c'est un vrai service. Mais après, sur la collaboration, il y a une partie de cette collaboration qui a beaucoup changé avec le Covid. Avec l'agence, en fait, on est devenu beaucoup plus réactif sans le vouloir dans notre collaboration parce qu'on a beaucoup intégré WhatsApp à nos échanges. Et le fait que tout soit produit en interne par chez Buzzman, c'est-à-dire la créa, l'idée et le fait qu'on n'ait qu'un seul interlocuteur côté Burger King pour faire valider les choses, ça veut dire qu'on peut être extrêmement réactif. C'est-à-dire que parfois on a des idées, il s'écoule en vrai 5 minutes entre le moment où on a l'idée, on fait la maquette, on l'envoie sur WhatsApp à la cliente, elle nous répond et c'est posté. Donc là, ce que j'entends, c'est que vous êtes vraiment dans la construction d'une relation, mais vous n'avez pas, vous, de process bien défini où, quand on a un nouveau client dans l'agence, voilà comment ça se passe, voilà les outils qu'on va utiliser, voilà les échanges qui se font faits. Ça se construit et même ça évolue dans le temps. Totalement, parce que en fait, il y a pas de recette unique. Chaque client va avoir des besoins spécifiques, des besoins différents, une manière différente d'approcher ou d'utiliser les réseaux sociaux. Et donc, à chaque fois, on s'adapte. Mais Burger King reste un cas très particulier. On a tous en tête des campagnes très audacieuses, réalisées par Buzzman. On pense aussi au fait que le community management impose de la réactivité. Faut pouvoir réagir très vite. D'une manière générale, jusqu'où va la liberté de l'agence pour parler au nom d'une marque sur les réseaux sociaux? Si on parle de Burger King, à quel moment vous dites ouais, ça on y va, pleine balle, il n'y a pas besoin de commencer à faire un petit message sur WhatsApp, d'attendre la validation du N+1, du N+1, du N+1, on peut y aller. Et à quel moment vous dites oula, là on va calmer le jeu? Bah écoute, ça va peut-être te surprendre comme réponse, mais si on parle de la liberté de l'agence par rapport à ce qu'on peut dire sur les réseaux sociaux, elle est inexistante. C'est-à-dire qu'en fait, on a une règle d'or à l'agence qui est on ne poste rien sans la validation de Burger King. Et c'est une bonne chose en fait, parce que c'est deux approches différentes, c'est deux savoir-faire différents. C'est-à-dire que nous, peut-être volontairement ou pas, mais parfois on va pas vraiment penser aux conséquences pour la marque, aux conséquences à long terme, aux conséquences pour l'image. Parce que notre but, c'est d'avoir des idées et en fait, avoir une idée créative, on a juste envie de l'envoyer, de la poster. Mais ce qui est bien, c'est que cette relation n'empêche pas du tout la réactivité. Donc, je parlais des groupes WhatsApp sur lesquels on travaille beaucoup. Il faut savoir aussi qu'il y a un groupe WhatsApp entre le top management de Buzzman et le top management de Burger King, sur lequel parfois il y a eu des idées, des campagnes qui ont été très vues, qui ont eu des gros succès. C'est des idées qui ont été présentées et validées en 30 minutes. Sans que personne d'autre n'intervienne, juste entre le top management. Donc en quelque sorte, ça dépend aussi du client, quoi. Pour la réactivité, vous pouvez l'avoir, mais à eux de valider dans la foulée et d'avoir les processus bien clairs en interne, quoi. C'est parce c'est une relation de confiance depuis 2013 qui s'est créée. C'est-à-dire que parfois, on envoie des choses aux clients, ils nous répondent. Écoutez, on n'a rien compris à ce que vous nous proposez, mais allez-y quand même. Postez, on vous fait confiance. Je sais pas combien de social media managers aujourd'hui à Paris peuvent recevoir ce genre de message, mais c'est génial.
Alors moi, il y a des choses qui m'ont marqué, particulièrement chez Burger King. Évidemment, c'est les petits jeux taquins entre Burger King et McDonald's, pour pas les citer. Comment ça se construit en coulisses? Pour tout te dire, des fois, j'ai même l'impression que vous vous êtes parlé avant avec le CM de McDonald's pour que ça se passe aussi bien, on va dire, dans l'enchaînement et dans la surenchère, tout en restant à peu près raisonnable. Comment ça se passe? Alors, je vais peut-être encore te décevoir, mais non, on ne parle pas avec McDonald's, on ne parle pas avec l'agence de McDonald's. Effectivement, la publicité est un petit monde, donc il peut arriver que certaines personnes, au cours de leur carrière, bossent sur les deux marques, mais non, il y a pas d'échange, il y a pas d'échange entre les deux. Après, nous, d'un point de vue agence, sur les attaques ou contre les concurrents, on se met pas de limite. Pour nous, tout est permis et c'est le rôle en fait qu'on voit de Burger King, c'est le rôle du challenger. C'est-à-dire que McDonald's, aujourd'hui, c'est encore ils ont encore 3 fois plus de restaurants. Donc nous, on avait cette position très finalement confortable du petit frère qui a envie d'embêter le grand. Évidemment, d'un point de vue de l'agence, tout est permis. D'un point de vue légal, tout ne l'est pas. Et en fait, c'est tant mieux. Et c'est même plutôt pour nous une bonne chose quand on va voir le juridique en disant, les gars, on a une idée. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est le juridique de Buzzman ou de Burger King d'ailleurs? C'est les deux en général. Les deux ont leur mot à dire. Mais c'était, je me souviens, j'ai une phrase de l'ancien Chief Creative Officer de David, qui était l'agence en charge de Burger King aux États-Unis pendant très longtemps, Anselmo Ramos, qui disait si t'as une idée mais que tu vas pas voir le juridique, c'est que l'idée elle est peut-être pas forcément assez bonne. Parce qu'on aime, en fait, ça prouve que quand on va voir le juridique, ça prouve qu'il y a un truc grinçant, il y a un truc, il y a une vraie tension et c'est plutôt une bonne chose. Après, faut aller vers la ligne rouge, quoi, vers la frontière où on sait pas si ça peut passer et il faut tenter, quoi. Faut le tenter. Après. Forcément, parfois, et même très souvent, ils disent non et on est obligé de s'y plier parce que si de notre point de vue, il n'y a pas de règles, de point de vue de marché, il y en a évidemment, il y a des règles de parasitisme, il y a des règles sur l'identité visuelle, on ne peut pas tout faire et c'est tant mieux. Après, plus spécifiquement sur nous, sur la politique qu'on a en interne par rapport à ces rebonds, par rapport à ces jeux avec McDonald's, en fait, on se dit que ça doit rester rare. Ça doit rester un événement parce que c'est quelque chose qui est très attendu par les gens. Et donc, en fait, c'est la rareté qui rend le moment exceptionnel. Et apparemment, ça marche plutôt bien parce que tu me demandes, on vous voit très souvent, on voit une espèce de complicité, mais si on regarde objectivement dans le rétro, c'est assez rare, en fait, qu'on attaque McDonald's. Par contre, à chaque fois, on se dit, si on y va, c'est parce qu'on a une balle, c'est parce qu'on a quelque chose qui est extrêmement carré et qui vaut le coup de griller une cartouche. Et cette balle, cette opportunité dont tu parles, il faut la repérer et pour ça, il faut être réactif, mais surtout, il faut être en veille constante. Comment fonctionne votre veille? Comment vous faites pour réagir aussi rapidement et de se dire, OK, là, on a une info qui est sortie, une actualité, on va pouvoir jouer avec. C'est une réunion tous les matins où vous faites votre petite revue de presse, revue de médias, revue de site. Comment ça se passe? Écoute, une question que je pose souvent aux candidats en entretien, c'est et toi, personnellement, quels réseaux sociaux utilises-tu? En fait, je pense que le secret réside là-dedans. C'est que les réseaux sociaux sont nos outils de travail, évidemment, mais pour beaucoup d'entre nous et pour la plupart d'entre nous dans l'équipe social media, c'est aussi notre quotidien. C'est-à-dire que moi, mon premier réflexe le matin, c'est de me lever et de regarder Twitter parce que c'est comme ça que ça fait partie de ma routine. Donc en fait, on n'a pas besoin de se faire de réunions, on n'a pas besoin de se concerter pour avoir les tendances parce qu'on les connaît de par nos expériences personnelles, en fait. En fait, je pense que la personnalité d'un social media manager a beaucoup de liens avec les performances d'une marque sur laquelle elle travaille. Donc, comme je disais, moi, je suis très Twitter et ça fait 4 ans que les meilleurs résultats de Burger King, évidemment, on travaille sur l'ensemble des réseaux, on travaille sur TikTok, sur Facebook, sur Instagram, mais les meilleurs résultats de Burger King depuis 4 ans, ils sont sur Twitter. Ouais, donc il y a un lien, une sorte de sincérité qui fait que vu qu'on est passionné, ou en tout cas qu'on a les codes, ou qu'on aime vraiment utiliser tel réseau social, forcément, pour la marque, on va être meilleur. Ben, en fait, le fait est que, c'est ce que je disais un peu en intro, c'est que toute publicité est indésirable, et sur les réseaux sociaux, c'est encore pire. C'est que les réseaux sociaux ont été créés par les gens, pour les gens, créés pour les gens à la base. En fait, les gens s'inscrivent sur les réseaux sociaux pour environ 100 raisons valables, et voir des contenus de marque n'en fait absolument pas partie. Donc à partir du moment où nous on a cette démarche de s'inspirer de notre quotidien pour poster des choses sur les réseaux sociaux, c'est une manière légitime et efficace en fait de s'insérer dans le quotidien des gens. En fait, si on veut s'insérer dans ces réseaux sociaux, si on veut être légitime pour leur parler, il faut leur parler de choses qui les intéressent. En fait, souvent le mauvais réflexe d'une marque sur les réseaux sociaux, c'est de se dire qu'est-ce que j'ai envie de communiquer. Et en fait, c'est pas du tout la bonne question. C'est qu'est-ce que les gens sont prêts à recevoir comme communication de la part d'une marque. Je prends l'exemple, imaginons, d'une marque très institutionnelle, voilà, par exemple, une marque comme AXA.
Si un jour elle reçoit un label RSE très compliqué sur lequel elle fait beaucoup d'efforts en interne pour l'obtenir, c'est une information que la marque va vouloir communiquer. Évidemment, on est fier de pouvoir dire qu'on a ce label RSE, mais est-ce que ça intéresse vraiment les gens sur Twitter de savoir que la marque a reçu ce label? Je pense pas. En revanche, si demain le community manager d'AXA se dit on va vous raconter le top 10 des fraudes à l'assurance les plus extraordinaires qu'on ait vu passer, on est plus dans quelque chose de divertissant pour les gens qui va les intéresser. Donc c'est très important cette question, c'est ne pas se dire ce que j'ai envie de communiquer en tant que marque, mais ce que les gens sont prêts à recevoir en tant qu'utilisateur. Merci Félix. On a beaucoup parlé du rôle des agences dans la communication d'une marque, un sujet passionnant. On a encore plein de choses à dire sur le travail des community managers, les bad buzz, la performance. On se retrouve donc pour la suite dans un épisode bonus la semaine prochaine. Poursuivez l'écoute d'Histoire de CM, le podcast d'Agora Pulse, en partenariat avec J'ai un pote dans la com, et découvrez la voix des meilleurs community managers de France. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le commenter, à en parler autour de vous et à nous le faire savoir sur Facebook, Instagram, Twitter, Discord et vos applis de podcast préférés. À bientôt pour un nouvel épisode d'Histoire de CM.